Icomicare, réalisé par le franc-maçon Henri Verneuil, est un des films les plus cités sur les réseaux sociaux depuis la crise Covid au moins, en particulier le passage où Roger Planchon, le professeur Nagara, explique à Yves Montand, le procureur Henri Volney, comment se met en place une société totalitaire, le scénario ne pouvant imaginer que 50 ans plus tard, elle pourrait se manifester en seulement quelques jours sous un prétexte quelconque. Je laisse de côté les évidences déjà rabâchées sur ce film très clair au premier degré pour privilégier ce qui échappe au premier coup d'œil, selon ma grille de lecture habituelle qui décrypte le sens profond de la mise en scène. Icomicar forme avec le président tourné en 1960 et 1000 milliards de dollars tournés en 1981 une trilogie politique qui a pour dénominateur commun la conspiration contre l'intérêt des peuples. Dont le président Gabin mesure son impuissance face au pouvoir croissant des banquiers et de ce qu'il nomme les syndicats d'intérêt qui mettent la France en coupe réglée, prédiction ô combien visionnaire qui se voit réalisée dans 1000 milliards de dollars, film qui décrit le monde intermédiaire qu'on rencontre entre la démocratie et le totalitarisme, lequel totalitarisme est parfaitement accompli dans Icomicar. Le film est sorti en 1979, à une époque où les Français vivaient bien, dans une France encore relativement libre, un an et demi avant l'élection de Mitterrand. Dans ces années 70, le cinéma autant européen qu'américain s'interroge sur le pouvoir des organisations occultes dans des films tels que Le Secret, Défense de savoir, Un linceul n'a pas de poche, L'attentat, Le juge Fayard dit le shérif, Le dossier 51, Mort d'un pourri, Trois hommes à abattre, liste non exhaustive pour ce qui est du cinéma français. Aux États-Unis, on trouvera Conversation secrète, Les Trois jours du Condor, Marathon Man, Les hommes du président, La théorie des dominos et surtout À cause d'un assassinat dont Icomicar est un plagiat. Ces films en question, qualifiés de thrillers paranoïaques, mettent toujours ou presque toujours des héros solitaires qui cherchent à démasquer un complot, héros qui finissent soit assassinés, soit fous. Dans La cause d'un assassinat, réalisé 5 ans avant Icomicar, un sénateur américain est abattu en public. Une commission conclut à l'acte d'un tireur isolé. Plusieurs témoins de la scène meurent mystérieusement. Le journaliste joué par Warren Beatty décide d'enquêter et découvre l'existence d'une puissante organisation secrète, la Parallax Corporation, spécialisée dans les assassinats politiques et le recrutement de tueurs. Son investigation le plonge dans un complot tentaculaire et mortel. Le titre américain qu'on pourrait traduire par point de vue décalé est celui qui nous permet de voir la vérité selon le pas de côté, au sens maçonnique du terme, qu'on décide de faire pour obtenir de nouvelles perspectives. Il y est bien entendu question d'une société occulte qui décide de qui sera mis ou non à la présidence des États-Unis dans un monde totalement déshumanisé, qui est pourtant l'Amérique de 1974, où le meurtre politique a lieu dans l'édifice le plus insolite de la ville qui ressemble à un vaisseau spatial, précisément la Space Needle, érigée en 1962, année où Kennedy a prononcé son discours We choose to go the moon, nous choisissons d'aller sur la Lune. Dans Parallax View, on voit en effet le candidat, entre parenthèses démocrate, monter dans la Space Needle comme s'il partait dans l'espace et se faire tuer au sommet de la tour. Cherche-t-on à faire un lien ici entre l'assassinat de Kennedy et le programme spatial? C'est une hypothèse, bien que dans Parallax View, où il y a en réalité deux meurtres, et dans Icomicar, on reste volontairement elliptique sur les raisons de l'assassinat. On comprend juste qu'il s'agit d'un système de contrôle invisible. Par ailleurs, Warren Beatty, le journaliste qui va enquêter sur la mort du sénateur Carroll, qui porte le même nom avec la même orthographe que Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, ce journaliste commence son enquête en disant qu'il est à la recherche de son perroquet, animal emblématique chez les francs-maçons et chez les Incas, dont j'ai parlé dans la vidéo qui précède celle-ci. Naturellement, Parallax View s'inspire de l'assassinat de Kennedy, dont le complot avait déjà été exposé, mais cette fois sans passer par les détours d'une fiction qui raconterait
une autre histoire pour faire référence à l'assassinat de Kennedy, dans un film de 1973 intitulé Executive Action, typiquement le genre de film utile à détourner l'attention sur les véritables motivations de l'assassinat de Kennedy. Dans ce film de propagande démocrate, les responsables de l'assassinat de Kennedy sont les conservateurs. J'aurai l'occasion de revenir dans la vidéo que je prévois sur le JFK d'Oliver Stone, sur cette version qui remet en question la responsabilité de Lee Harvey Oswald, version qui est en réalité une thèse officielle alternative, qui n'a coûté la carrière de personne parmi ceux, et ils sont nombreux, qui l'ont défendue. Et ce sont les mêmes, ceux qui défendent la théorie conspirationniste autour de Kennedy, qui nient le false flag du 11 septembre. En clair, ils ne cherchent pas la vérité, ils utilisent opportunément l'assassinat de Kennedy pour s'attaquer à leur ennemi politique, les républicains. Pour réaliser la plupart de mes vidéos, j'ai entre autres documentation une plateforme nommée l'édifice.net. Pas du tout une plateforme conspirationniste, dans la mesure où elle est alimentée par des francs-maçons qui mettent en ligne des informations et des réflexions sur toutes sortes de sujets. On apprend sur cette plateforme qu'Henri Verneuil, réalisateur d'E-Comicar, a été initié au Grand Orient de France en 1962 à Nancy. Pourquoi Nancy alors qu'il était marseillais? Dans une loge dont le nom ne nous est pas précisé. On a donc la confirmation que la symbolique maçonnique présente dans plusieurs de ces films est nourrie par une parfaite connaissance du sujet. Je pense à des films comme 1000 milliards de dollars, films de politique fiction, ou Peur sur la ville, thriller sur un tueur en série. Toutefois, en remontant plus loin, 1962 précisément, année de son entrée en loge, on trouve le célébrissime Un singe en hiver, dont le titre est une assonance avec la Saint-Jean d'hiver, qui est une fête importante dans la tradition maçonnique, célébrée au moment du solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre, date de naissance de Macron, hasard. Dans le film, Gabin se nomme Albert Quentin. Quentin, c'est le 5e, c'est-à-dire l'âge symbolique 5 ans du compagnon. Il est patron de l'hôtel Stella, mot dérivé d'étoile. L'initiale de Gabin est un G, c'est-à-dire le G dans l'étoile. Il est à la fin de sa vie, autrement dit, à la fin de ses voyages. Le maçon, on voit ça dans L'homme qui voulut être roi, est considéré comme un grand voyageur parce qu'il est censé porter la parole maçonnique, comme autrefois les apôtres, à travers le monde. Il descend le Yangtze-Kiang, 3000 km en 26 jours, c'est-à-dire la durée d'une lune. Il promet à sa femme de ne plus boire et de marcher droit. Il fait un pas de côté, j'en ai déjà expliqué le sens, lorsqu'il rencontre Gabriel Fouquet. Gabriel Fouquet, lui, ne parle que d'Espagne, là où le soleil resplendit. Il ne rêve que de corrida et de toréador en habit de lumière. L'ex-épouse de Fouquet s'appelle Claire, sans doute en référence à l'illumination spirituelle. Claire et Gabriel, qui ont eu une fille prénommée Marie, comme la mère de Jésus. Associer Claire, entre parenthèses, illumination, et Gabriel, entre parenthèses, prénom commençant par un G, est un sous-entendu maçonnique plus qu'évident. Ensuite, l'action se passe à Tigreville. Le tigre est considéré comme une figure du monde supérieur. Le tenancier, Hénaud, tient un bar où les clients représentent les profanes qui ne comprennent pas ce que sont les voyages évoqués par Gabin et Belmondo. La fille de Gabriel reçoit son éducation dans un pensionnat, une institution où la plus haute autorité ne s'exprime qu'en anglais. C'est comme en maçonnerie, où la plus haute autorité maçonnique est la Grande Loge Unie d'Angleterre, où l'on ne parle évidemment que l'anglais. Je viens de commenter ce qui est rédigé par un contributeur de la plateforme que je vous ai cité, contributeur qui je suppose est franc-maçon, qui voit par ailleurs dans un singe en hiver d'autres symboles et affirme, sans autre précision toutefois, que Michel Audiard, mais ça je le savais déjà, était lui aussi franc-maçon, tout comme Paul Francoeur, interprète du patron du bistrot, ainsi qu'Antoine Blondin, auteur du roman qui a inspiré le film. Je rajouterai une observation personnelle au sujet du bistrot où Quentin et Fouquet vont se saouler. Il est situé en haut d'un sommet auquel on accède par un grand escalier, hauteur depuis laquelle on se permet des voyages ignorés du commun des mortels, ceux, comme le dit Quentin, qui ont la cuite mesquine, celle qui ne donne pas accès au grand voyage. Avant d'arriver à Icomicard, permettez-moi de faire un petit détour, cette fois par la bataille de San Sébastien, un film qui est devenu assez rare,
mais dont j'ai une lecture fraîche suite à sa rediffusion sur Arte, exemple de film qui affiche clairement ses convictions maçonniques à travers, notamment, une séquence qui s'emploie à relativiser le miracle, sinon à le nier. En effet, on voit un prêtre qui place la gourde dans laquelle il vient de boire une gorgée de vin dans le creux d'une statue religieuse. Plus tard dans le film, une flèche perce la gourde et ainsi mystifie la population du village. On voit saigner la statue religieuse. Il s'agit bien entendu de la gourde que le faux prêtre montre à la caméra, faux prêtre qui par ailleurs va permettre aux habitants du village de vaincre ses assaillants, là où les prières du vrai prêtre sont restées inefficaces. Cette succession de films maçonniques, parmi lesquels on trouve Peur sur la ville, dont vous trouverez le commentaire plus bas, nous conduit tout naturellement à Icomica. Un film qui s'avère toujours aussi décevant artistiquement parlant, la faute à des dialogues redondants, un Yves Montand qui ne fait pas toujours dans la sobriété, et surtout cette fâcheuse tendance à enseigner propre à la plupart des films de Verneuil, qui a toujours pris ses spectateurs pour des lapins de 3 jours, à qui il montre dans un premier temps, et vient ensuite expliquer ce qu'il vient de montrer. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est ce procureur nommé Henri Volney, une insolence évidente avec Henri Verneuil, qui s'identifie à son personnage, jusqu'à utiliser une photo de sa propre femme de l'époque pour incarner la femme du procureur en question. Mais ce nom de Volney est avant tout une référence à la loge Volney, laquelle a été créée le 27 décembre 1911, c'est-à-dire au moment de la Saint-Jean d'hiver. Décembre étant une des 2 dates pivots de l'année maçonnique, synonyme de naissance et de lumière. Icomica est d'ailleurs sorti au cinéma en décembre 1979. Cette loge Volney se nomme ainsi en référence au comte Volney, philosophe de la Révolution, probablement franc-maçon, qui professait le scepticisme en matière d'histoire, y compris quant à l'existence réelle de certains personnages historiques. Pour ainsi dire, un récentiste avant la lettre. Un idéologue cartésien en tout cas, opposé aux autorités traditionnelles, tout à fait ce qu'est le Volney du film de Verneuil. Le film commence d'ailleurs par une citation vianesque. Cette histoire est entièrement vraie puisque je l'ai inventée, par laquelle l'auteur de l'Écume des jours nous dit que la vérité n'est pas dans les faits, mais dans la manière dont on les raconte, le récit pouvant être celui d'un poète, d'un membre de la fraternité, voire les deux, Vian, dont la carrière a d'ailleurs été aidée par le franc-maçon Léo Campion. Par conséquent, la vérité, celle que raconte l'initié Henri Verneuil, à travers son personnage d'Henri Volney, est aussi subjective que l'autre vérité, celle admise par la commission d'enquête officielle. Le pays imaginaire dans lequel se déroule l'action du film reprend les motifs du drapeau américain, mais surtout une des triades les plus puissantes du symbolisme maçonnique. C'est une société mondialisée, où on paye en dollars, où on parle français, mais où toute racine culturelle semble avoir disparu. Quant au drapeau, il ressemble fort à une bannière maçonnique personnalisée, un drapeau de loge ou un symbole patriotique maçonnique inspiré du grand aigle du rite écossais ancien et accepté. Le tueur apparaît comme un déséquilibré perché en haut d'une tour, tel Minos dans Peur sur la ville, archétype de l'ascension initiatique au-dessus du commun des mortels. Les profanes restés en bas lèvent les yeux vers le sommet de la tour, persuadés que le danger vient d'en haut, alors qu'il est, déjà parmi eux, invisible à leurs yeux précisément parce qu'ils sont profanes. Quand le tueur réalise qu'il a été manipulé, c'est-à-dire que son fusil est chargé à blanc, un parapluie s'ouvre parmi la foule. Celui qui le tient se protège du regard profane et, en même temps, donne le signal à ses complices pour abattre le président qui, l'enquête va le révéler, menace leur organisation. Il y a bien eu un parapluie ouvert lors de l'attentat de Kennedy, mais l'explication rationnelle qui en a été donnée par la suite, et qui tient parfaitement la route, Verneuil l'ignore complètement. Il préfère utiliser le parapluie comme un symbole, celui qui en franc-maçonnerie voudrait qu'être mouillé par la pluie, c'est ne rien connaître à la réalité du monde dans lequel on vit. Se mettre à l'abri de la pluie, c'est épouser les valeurs inversées de ce monde. Pendant qu'on lit les conclusions au sein de la commission d'enquête, Volney dessine des petits lapins sur une feuille blanche. Référence, comme dans Parallax View, à Lewis Carroll. Pourquoi donc lier le lapin
qui est chez l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles une métaphore de la descente dans l'inconscient, à une organisation criminelle et à la franc-maçonnerie. Et on va voir un peu plus loin des références encore plus inattendues. Qui plus est, ce lapin blanc, Volney menace de s'en servir contre le président de la commission s'il n'avoue pas avoir reçu des pressions pour orienter les conclusions de l'enquête. C'est-à-dire que ce lapin est susceptible de révéler la vraie personnalité du président de la commission, et c'est un moyen de chantage efficace puisqu'il avoue tout de suite avoir menti. Un autre détail, les spectateurs de l'émission qui organisent la confrontation entre Volney et la commission sont invités à contacter le standard téléphonique dont le numéro n'est composé que de 7 chiffres qui en alchimie et en ésotérisme est associé aux 7 métaux et aux 7 portes que traverse l'âme pour s'élever, mais aussi, n'est-ce pas le plus important, à Saturne qui influence le 7e jour de la semaine, celui du Shabbat. On attire notre attention sur le 6 également, lorsque Volney déclare que face à 6 affirmations, il se retrouve avec 6 doutes face à une commission qui comprend 6 membres. Après cette émission de télé, quand Volney revient à son bureau, il trouve une bouteille de whisky préparée à son attention par ses assistants. Le whisky de marque JB, qui sont les colonnes Jacquin et Boaz, emblématiques du temple de Salomon, qui en franc-maçonnerie représente l'entrée du temple. JB est une marque très souvent mise en valeur au cinéma, surtout dans les films italiens de la même époque. Le film sort en 1979, mais l'assassinat du président Jarry a lieu en 1977. Je remets un extrait de ma vidéo intitulée Chabrol insolite 2. On est en 1977, et on observe que cette année-là, plusieurs films ont pour sujet le diable. Audrey Rose, Enfer mécanique, Les démons de la nuit, La sentinelle des maudits, L'Exorciste 2, Génération Proteus, Le Diable probablement, Suspiria, ainsi que La Malédiction 1 l'année précédente, La Malédiction 2 l'année suivante. Filon commercial qui tient à profiter pleinement du succès de L'Exorciste de 1973 et de Rosemary's Baby de 1968, mais on est en droit de penser que cette vague de films belzébuthiens fait écho aux forces du mal qui s'exprimaient à l'encontre des mouvements sociaux qui secouaient le monde de l'époque, et que le cinéma, très impliqué dans les cercles occultes, en avait davantage conscience que le grand public. À la recherche du spectateur qui aurait filmé l'attentat, Volney lance un appel et reçoit des films amateurs qu'il va visionner en compagnie de ses enquêteurs. Le premier film ne présente aucun intérêt pour l'enquête, mais il mérite qu'on s'attarde sur son intérêt subliminal. Il s'agit d'un mariage, événement ouvert à de multiples interprétations. Cependant, on remarque que les mariés ne sortent pas d'une église médiévale, mais d'une chapelle moderne, décor choisi en accord avec l'anonymat architectural du film, mais aussi parce qu'un metteur en scène franc-maçon refuse d'associer un événement heureux, par exemple un mariage, à une église traditionnelle. Quand une scène est filmée dans une église traditionnelle, au cinéma, elle est presque toujours associée à un événement tragique. Exemple, la bataille de Saint-Sébastien, du même Verneuil. La mariée était en noir, de Truffaut, où le marié est abattu au sortir de la messe de mariage. La malédiction, où le père tente de tuer son fils dans une église, pour ne citer que ces 3 films. Mais alors que ce film de mariage ennuie profondément Volney, il se rend compte de l'intérêt qu'y porte Ferruda, son associé, qui le regarde en défaisant le lacet de sa chaussure, dans l'intention de l'enlever probablement. Figure de style déjà expliquée dans d'autres vidéos, enlever ses chaussures est ce qu'on fait quand on rentre dans un temple, ce que fait l'apprenti au moment d'initiation, et en effet cette église ressemble davantage à un temple, qui plus est un temple noir et blanc, qu'à une église conventionnelle. Vient ensuite une image encore plus insolite, celle de 2 jumelles habillées en rose. L'image est quasiment subliminale, mais elle arrête notre attention parce qu'elle renvoie à une image similaire, qui elle est devenue iconique, celle des 2 jumelles de Shining, sortie 2 ans après Icom Icar. Là aussi, on peut se poser une question qu'on avait déjà posée dans la vidéo qui parlait du film Affreux, sale et méchant. Comment des metteurs en scène aux univers si différents peuvent-ils reproduire au détail près des motifs si semblables? Les jumelles de Shining évoquaient le dédoublement d'une fillette traumatisée, mais n'est-il pas question de la même chose ici? On est pourtant dans une fête de famille, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est alors qu'arrive une 3e image, celle de l'enfant au ballon rouge, en lien
avec ce conte initiatique d'Albert Lamorisse, qu'est le ballon rouge, qui voit un enfant choisi par un phénomène surnaturel, le ballon en question, pour le conduire vers une élévation spirituelle qui n'est pas accessible aux autres enfants, parce que l'enfant du ballon rouge est un enfant initié. Verneuil nous montre-t-il ici un film de famille au premier abord sans intérêt qui, en le regardant de plus près, met en réalité en scène une famille d'initiés où on initie les membres dès l'enfance. Venons-en à la reconstitution du meurtre du président Jarry. Un tireur professionnel va tirer sur une cible posée en l'endroit où a été tué le président. Il s'agit pour Volney de vérifier la crédibilité de l'emplacement des douilles retrouvées au sol. La cible, dans le viseur du tireur, devient une toile d'araignée, typiquement un symbole utilisé dans l'antimaçonnisme, surtout au XIXe et au début du XXe siècle en France. La toile d'araignée est une image récurrente pour dénoncer la supposée influence occulte et tentaculaire de la franc-maçonnerie sur la société, la politique et l'Église, selon les anti-maçons, mais l'utilisation qui en est faite ici suppose une maçonnerie dans la maçonnerie que cherche à mettre à jour le franc-maçon Volney depuis les hauteurs de son intégrité morale. D'ailleurs, lorsqu'il procède à la reconstitution, il est en haut de la tour, d'où il dit la vérité parce que lui seul a les moyens d'établir, à l'inverse des témoins profanes, qui ne pouvaient la voir puisqu'ils étaient tout en bas. Cette connaissance que lui seul possède sur le profane, Volney l'avait manifestée avec une certaine assurance, auprès d'un témoin dont il découvrait qu'il avait menti parce qu'au moment du meurtre, ce témoin n'avait pas ses lunettes, qui sont bien entendu les lunettes de la clairvoyance. Volney, lui, porteur de lunettes, ne les enlève d'ailleurs jamais. Montand ne joue d'ailleurs pas le film sous ses traits naturels, parce qu'il incarne un vieux sage qui a atteint les plus hauts grades de la connaissance et de la respectabilité. On aura aussi remarqué que l'immeuble au sommet duquel le tueur va agir semble poser un équilibre sur un socle. C'est-à-dire que la vérité peut pencher d'un côté ou de l'autre lorsqu'est mise en cause cette notion d'équilibre à laquelle il est fait constamment référence à travers le fil à plomb, l'équerre, le pavé mosaïque, le delta lumineux ou les colonnes du temple. On voit d'ailleurs des grues de chantier derrière Volney et le témoin, alors que notre axe de prise de vue aurait été possible. Mais ne dit-on pas que la franc-maçonnerie est un chantier permanent? À la recherche des témoins qui auraient pu voir le tueur, les enquêteurs découvrent qu'ils ont tous connu une fin tragique. L'un d'eux, victime d'une opportune crise cardiaque, est transporté à l'hôpital, baptisé pour le film Hôpital Fleming, une très probable référence à Sir Alexander Fleming, découvreur de la pénicilline et franc-maçon de haut rang. On lance aussi un appel pour retrouver le dernier témoin, avec un numéro de standard finissant par 33. Pour mémoire, le numéro standard dans ces années 70 était SVP 1111. Il faut préciser que les témoins sont au nombre de 9. Les justiciers qui punissent les assassins d'Hiram, maître architecte, je le rappelle, du temple de Salomon, étaient aussi 9. Ensuite, on demande au témoin qui a fini par se manifester d'attendre l'arrivée d'une voiture blanche. Mais il prend peur en voyant arriver une voiture noire. La dualité noir et blanc, où le noir est associé à la matière et aux ténèbres, tandis que le blanc, incarné par Volney, est lié à la lumière, la vie, l'esprit et surtout la vérité. Ce même noir et blanc qui habille le véritable tueur qui, dans un restaurant en pleine nuit, porte un toast au monde invisible, qui est bien évidemment celui de la conscience supérieure et de la vérité cachée, l'ésotérisme que seuls connaissent les initiés. Arrive alors la scène emblématique du film, celle de l'expérience de la soumission à l'autorité. Celui qui l'a conduit, le professeur Nagara, exerce à l'université de l'Haye, anagramme bien entendu de Yale, l'université des Skull and Bones, où Stanley Milgram menait ses expériences. Inutile de s'attarder sur cette séquence qui a suffisamment été commentée sur tous les fronts, sinon pour noter un détail dans le décor, celui des enceintes acoustiques, de taille exagérée et semblable à un œil. Quant à l'échange entre Nagara et Volney sur les mécanismes des sociétés totalitaires, il fait écho pour le spectateur de 1979 à l'Allemagne d'Asie, spectateur qui n'est pas en capacité d'imaginer que ce monde-là représente son futur. Dans la dernière scène du film, Volney parvient à lire sur la bonne fréquence un message où il est question d'une opération nommée Zénith. Le Zénith qui fait bien entendu partie des dimensions cosmiques du temple maçonnique, parce qu'il en désigne le point le plus élevé.
le messager qui énonce le message, se nomme Minos, comme le tueur de Peur sur la ville, psychopathe à double identité, il représente le même pouvoir invisible qui manipule les masses, et il est lié au labyrinthe au sein duquel on trouve sa partie monstrueuse, et je rappelle que le labyrinthe est un motif qu'on rencontre dans plusieurs films, Be Happy, dont je vous invite à revoir l'analyse que j'ai faite du film, et bien entendu Shining. Une des phases de cette opération Zénith consiste à renverser un président dans une république imaginaire d'Amérique latine, évocation de la chute de Salvador Allende, qui eut lieu, comme chacun le sait, le 11 septembre 1973. Alors on ne sait pas trop pourquoi le scénario situe cet événement avant l'assassinat du président Jarry, c'est-à-dire Kennedy, alors qu'il a eu lieu 10 ans plus tard. S'agit-il d'attirer notre attention sur le 11 septembre, sans le citer toutefois, une date qui est chère aux organisations occultes. En effet, au cours de l'histoire, on a vu différentes tragédies liées au 11 septembre, mais c'est aussi la date à laquelle on a posé la première pierre du Pentagone. La demande que fait Volney à sa femme sur le sens qu'elle donne à la légende d'Icare, en dehors de la légende connue de tous, peut nous paraître tout à fait paradoxale dans la mesure où sa femme lui cite précisément la légende connue de tous. Mais on peut penser que Volney y cherche une autre grille de lecture, une interprétation ésotérique du mythe. Mais sa femme, qui est écrivaine, ne peut pas aller au-delà de l'interprétation scolaire de la légende, ce qui renvoie Volney à sa solitude, et malgré son degré avancé d'initiation, on peut supposer aisément que ce personnage a atteint le 33e degré, il lui est interdit de connaître ce qu'il y a dans les degrés supérieurs, là où se trouve le soleil, dont seuls les grands initiés, qui décident du sort du monde, connaissent la vraie lumière. D'ailleurs, l'impact de la balle que reçoit Volney dessine une toile d'araignée, comme sur la cible, à partir de laquelle le procureur s'effondre au sol. La porte ouverte de l'ascenseur, à la fin de la séquence et à la fin du film, est signalée par une flèche ascendante, c'est-à-dire une ascension qui lui est refusée car sa curiosité a été trop grande. À la suite de ce film, Verneuil tourne 1000 milliards de dollars, qui lui aussi emprunte beaucoup au même Parallax View, où il est question de l'implication de la finance américaine dans le Troisième Reich et de l'assassinat de Robert Boulin. Je vous invite à lire la vidéo que j'ai déjà publiée sur le sujet.